Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne dite d'éveil. En tout cas, c'est une chaîne où j'ai envie de faire des vidéos uniquement sur d'autres sujets que les sujets d'actualité, les sujets brûlants d'actualité qui mettent à mal notre patience, notre colère et évidemment, l'actualité nous permet actuellement de travailler énormément sur nous, c'est sûr, c'est certain. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut faire, il faut travailler au quotidien, il faut ancrer au quotidien tout ce qu'on apprend en théorie. Donc c'est sûr que les épreuves sont vraiment les meilleurs moments pour justement pratiquer cet ancrage en nous-mêmes de tout ce que nous pensons savoir théoriquement, mais que nous n'appliquons pas dans notre vie de tous les jours. Par exemple, quelqu'un qui travaille sur sa colère ne peut ne pas se rendre compte, par exemple, que quand il est au volant, dans un embouteillage, il peut se mettre en colère très facilement. Et bien justement, c'est le moment de travailler sur sa colère et de se dire, c'est pas grave. Évidemment, c'est pas facile tous les jours, hein. Il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu vous titiller, vous mettre un petit peu, qui vous déclenche, qui peut vous déclencher une colère, un énervement. Et ça demande du travail que d'être conscient de soi-même et de ne pas s'énerver justement. Alors, quand je dis ça demande du travail en conscience, c'est-à-dire, ah, je viens de m'énerver, que dois-je faire? En fait, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur comment méditer. Et moi, j'ai envie de vous dire, avant de rentrer dans cette étape, car c'est vrai, je vous avais dit, à partir du début janvier 2019, j'allais changer complètement mon fusil d'épaule et on allait parler uniquement de la reconnexion, de la façon de méditer, de comment construire justement cet antakarana qui va vous permettre d'avoir ce pont de lumière et cette relation directe avec votre moi supérieur, avec votre âme, et de pouvoir recevoir des informations. Je vous avais dit que on allait travailler là-dessus, mais les événements en cours ont fait que, pour l'instant, c'est reporté. Ceci dit, c'est pas parce que les événements ont reporté les choses qu'on ne va pas les faire quand même, hein. Donc, avant de vous parler de la véritable technique de méditation, il n'y a pas une véritable technique, il y en a certainement plusieurs, moi celle que je connais, hein. Euh, Avant de vous en parler, j'aimerais vous expliquer ce que je fais pour travailler sur moi-même et ce que tout le monde est invité à faire dans son quotidien. C'est un exercice tout simple, ce qu'on appelle la revue du soir. C'est-à-dire quand vous vous couchez, vous allez repasser votre journée à l'envers. C'est-à-dire de la dernière minute où vous êtes allé au lit jusqu'à la première minute où vous vous êtes levé. Et vous allez essayer d'être le plus honnête possible envers vous-même, à savoir de bien regarder effectivement quelles ont été toutes vos réactions le long de cette journée. C'est le fameux énervement au volant, contre votre mari, votre femme, vos enfants, Macron, tout ce qui peut énerver. Et donc, c'est extrêmement important de faire cette revue du soir, n'est-ce pas? Et en fait, de bien l'ancrer en vous-même, hein. Alors, c'est avant de s'endormir qu'on fait cette revue du soir, et la méditation proprement dite, elle, se fait au réveil, le matin. C'est pour ça que pour l'instant, je n'en parle pas, parce qu'il y a d'abord des étapes à faire avant d'arriver à la méditation. C'est que cette revue du soir est hyper importante, hein. J'irais jusqu'à dire que c'est plus important que la méditation elle-même. Parce que c'est ce qui permet de vous prendre conscience de la façon dont vous vous comportez et la façon dont vous avez ancré en fait en vous tout ce qu'il y a dans votre tête. C'est-à-dire, il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui viennent me voir. Tu connais la technique de Ayurveda, de machin, tu connais un tel, tu connais. Alors, ils ont plein de connaissances que moi, j'ai pas. Tu connais, t'as déjà vu un chaman, ça? Alors, ils s'éparpillent, ils vont voir dans tous les sens. Ah, lui, il nous a appris que si, dans tel bouquin, on va apprendre que ça, lui, il nous dit que si, lui, il dit que ça. Et là, c'est extraordinaire, ce monsieur, il a vécu ci, il a vécu ça. Donc, tout est dans la théorie. Mais dans l'application de tous ces préceptes qui sont ici, hein, dans le corps, dans le quotidien, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et je vous rassure, ça m'arrive encore. Ça peut m'arriver encore de me mettre la rate au courbouillon, comme on dit, même le foie au courbouillon, c'est-à-dire de me mettre la pression, par exemple, quand je vois des églises brûlées et que personne ne bouge,
plus de 875 églises vandalisées en France en 2018, ça a quand même tendance, si vous voulez, je veux dire, sans un mot dans les médias, ça a tendance à faire monter mon chi du foie, vous voyez, et oui, à me donner de l'hypertension. Hein. Donc, oui, c'est un outil de travail sur soi, et bien entendu, le mot qui va revenir sans arrêt quand on a des choses comme ça qui nous mettent sous pression, c'est lâche, 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 lâche prise. Ça veut dire ça ne doit pas t'affecter. C'est difficile. Alors, quand c'est le cas de monuments qui sont vandalisés chaque année dans l'indifférence générale, bon, on peut arriver à lâcher prise au bout d'un moment en disant, bon, bah, finalement, ce ne sont pas mes monuments. Mais attention, lâcher prise ne veut pas dire s'en foutre. Hein, soyons clairs. Lâcher prise veut dire, bon, que cela soit, puisque c'est comme ça, let it be. Mais quand il s'agit, par exemple, à l'école, un de vos enfants qui a été maltraité par un autre ou par un groupe d'autres, c'est beaucoup plus difficile de rester calme. Vous voyez? Et c'est là où il faut de la sagesse, et c'est là où il faut du recul. Et c'est là où la revue du soir va vous permettre d'éviter, pour des gens fougueux, comme moi par exemple, de faire une connerie. Et pas seulement d'en faire une, d'arriver à trouver la solution pour apaiser ce conflit. Hein. Donc, faire quelque chose d'actif et de positif, et d'engendrer du karma positif, c'est une chose importante. Donc, en fait, voilà, la revue du soir, donc, elle est hyper importante. Moi, je vous conseille de la faire tous les jours. Et à chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose dans votre journée, que ce soit quelque chose d'extrêmement difficile à accepter, acceptez-le. Acceptez-le comme une, non pas comme une, comment on dit, je trouve pas le mot, ça m'arrive des fois, non pas comme si c'était une fatalité, voilà, mais acceptez-le parce que si ça arrive, c'est que ça doit être, et que c'est fatalement juste quelque part. C'est sûr, si votre gamine se fait enlever, violer, que vous la retrouvez en petits morceaux dans la forêt, je prends des cas extrêmes, hein, je comprends que vous ne puissiez pas ce jour-là faire votre revue du soir. Vous voyez, si votre mari s'est tiré et que vous a laissé avec vos 2 enfants toute seule, sans revenu, ou l'inverse, hein, car je connais aussi des tas de cas où c'est l'inverse, où c'est les femmes qui se barrent, laissant mari sur le carreau, alors que le monsieur travaille 10 heures par jour, qu'il est épuisé, qu'il se retrouve avec les 2 gosses parce que madame vient de faire un baby blues et qu'elle est tombée amoureuse de son chirurgien et qu'elle a préféré quitter le foyer. Ça existe, hein, plus souvent qu'on ne croit d'ailleurs. Et que madame demande le divorce et que le juge lui accorde la moitié de la maison, la 80% du temps de garde des gosses, et plus la moitié des revenus du monsieur, le monsieur, il a de quoi avoir envie de se cogner la tête contre les murs, car les lois françaises sont faites pour les femmes. Ça aussi, j'ai envie de le dire, parce que je trouve ça scandaleux. Voilà. Vous voyez, c'est un truc, vous me dites, bah voilà, t'as pas lâché prise là-dessus, ben voilà. Je ne lâche pas prise là-dessus, j'ai du mal. Sur l'injustice, vous voyez, par exemple, quelque chose voilà, un exemple concret, hein, on vient de le vivre en direct, exactement, voilà quelque chose que j'ai du mal à accepter. Et là, je parlais d'acceptation tout à l'heure. Il faut accepter que pour le moment, nous vivons dans une société en France où il y a de l'injustice sociale, aussi bien envers les pauvres qu'envers les femmes, qu'envers les hommes, envers tout le monde en réalité. Voilà, donc pour moi, c'est un cheval de bataille, si vous voulez, se lâcher prise sur l'injustice, en ce qui me concerne. Hein, c'est quelque chose qui... Vous m'avez vu m'énerver contre l'arrestation d'Alain Soral, vous m'avez vu m'énerver contre la même chose contre Dieudonné, le lynchage, et vous me verrez encore une fois m'énerver, c'est toujours des cas d'injustice, en ce qui me concerne. J'ai un peu du mal, j'ai la planète Mars en balance dans mon thème, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, la balance c'est la justice, et Mars c'est l'action, le combat qu'on va mener. Mon combat se situe dans le domaine de la justice. C'est clair, c'est pour ça que l'injustice me provoque comme ça des colères martiennes. Et donc, grâce à l'astrologie, par exemple, je le sais. Je sais que c'est à cause de cette prédisposition astrologique que je m'énerve sur les injustices. Mais une fois que vous le savez, c'est pas le tout de le savoir. Il faut en prendre conscience. Vous voyez ? Par exemple, hier,
en allant chez un de mes élèves, dans sa résidence, je tombe sur sa voisine qui mettait des coups de pied au chat qui était devant sa porte parce qu'une autre voisine bienveillante avait mis des croquettes dans un petit... comme ça, parce qu'il y a une troisième voisine qui s'occupe des animaux de la résidence et que la voisine qui est juste à côté de celle-là ne supporte pas les chats ni les animaux et elle mettait des coups de latte dans les chats. Bon, ben moi je suis arrivé à ce moment-là. Bon. J'ai réussi à me tenir, mais c'est dur. Pour moi, c'est très dur. C'est un exercice qui est très difficile et c'est bien. Je me suis dit merci pour cette épreuve, c'est sympa. Parce que je l'ai passé haut la main quand même à la fin. Je leur ai quand même glissé une quenelle de 180 en leur disant que c'était pas la peine de faire le ramadan parce que c'était des musulmans. C'était pas la peine de faire le ramadan s'ils mettaient des coups de pied dans un chat. Parce que c'était absolument interdit par le Coran de maltraiter les animaux. Hein. C'est clair. Donc si vous maltraitez les animaux et que vous faites le ramadan, c'est pas la peine de faire le ramadan. Achetez directement de la villageoise ou passer à l'alcool directement. Ça ne sert à rien. Rien. Et donc cette dame me dit mais vous êtes rien rentré dans votre pays. Donc en plus elle était raciste. Et je lui ai dit en plus vous êtes raciste, vous n'êtes pas une musulmane, et vous prenez pour une musulmane, et vous n'en êtes pas une. Son mari est donc venu, parce qu'il a considéré que c'était une insulte, et j'ai dit monsieur, c'est bientôt le ramadan, vous devez vous comporter comme de bons musulmans, et ne pas maltraiter les animaux. Et il m'a dit, mais vous monsieur, de quel droit vous critiquez les musulmans? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous savez de ce que je suis? Est-ce que vous savez si je suis musulman ou pas? Il a dit ah oui, non, effectivement. Alors la dame du coup s'est excusée et elle m'a dit qu'elle était allergique aux chats. Et donc j'ai eu une solution toute trouvée pour eux. Je leur ai dit mais si vous n'aimez pas les chats dans votre jardin, j'ai une solution, prenez un chien et bonne journée. Quenelle de 180, ils sont rentrés chez eux. Je ne sais pas s'ils vont préparer le ftour. Bon, allez, c'est bien pas grave, mais c'est sûr, si ça s'était passé en France, je pense que ça se serait beaucoup plus mal passé. Pourquoi? Parce que en France, les gens sont d'abord primo beaucoup plus agressifs. Et du coup, moi-même, j'aurais dû adapter mon agressivité à l'agresseur. Parce qu'il faut quand même pas oublier que lâcher prise, ça ne veut pas forcément dire se laisser faire. Même pas du tout. Par exemple, si quelqu'un met un coup de pied à un chien ou à un enfant devant vous, c'est pas parce que vous dites je ne dois pas rentrer dans la colère, je lâche prise, qu'il faut laisser faire, en vous disant ça ne me fait rien, ça ne me fait rien, ça va, ça ne me fait rien, c'est pas grave, qu'il continue à tabasser l'enfant, ça ne me gêne pas. Non, c'est pas du tout ça le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est j'agis sur terre, physiquement, je rentre en action, mais je ne fais pas d'action négative. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre entre l'enfant et la personne malveillante, et je me mets au milieu. Auquel cas, il essaiera soit de lever la main sur moi, et j'espère pour lui qu'il sera plus grand que moi dans ce cas-là, soit, si c'est une femme, en général c'est surtout des hommes, soit il est sous drogue ou sous l'emprise d'alcool ou quoi, dans ces cas-là je le maîtrise, si je peux, s'il n'est pas armé, soit j'appelle la police ou je fais appeler la police, mais dans les deux cas, dans les trois cas, je vais surtout protéger l'enfant. Et ne vais pas chercher l'affrontement direct avec cette personne. Je vais avoir envie. Évidemment, je vais avoir envie de lui en coller une, ça c'est clair, sachez-le. Mais si je dois en venir aux mains pour neutraliser le mal, je le ferai. N'oubliez pas qu'on peut user de la violence à hauteur de la violence qui est perpétrée en face de vous, contre vous. Quelqu'un lève la main sur vous, Jésus a dit vous pouvez tendre l'autre joue. Si ça vous concerne et vous avez envie de vous laisser frapper, à la limite pourquoi pas. Mais si ça concerne un enfant devant vous, ou votre enfant, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tendre la joue à la place de votre enfant. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant, bah, tiens, tends la joue monsieur, tends l'autre joue, il va t'en mettre une autre, tu vas voir, c'est pas grave. C'est un vilain monsieur, c'est rien. Vas-y, pleure pas chérie, pleure pas, c'est pas grave. Absolument. C'est absolument... Voilà quelque chose qui n'est absolument pas applicable dans la vie de tous les jours. Il faut être réaliste. Je veux dire, Jésus aujourd'hui, il serait à ma place, je ne veux pas parler à sa place, hein, mais il serait là, il ne vous dirait en aucun cas de rester impassible devant une telle scène. Hein.
Et je voulais terminer cette vidéo en vous disant que donc il est très important d'intégrer tout ce que vous savez. Et c'est pour ça que moi je ne lis plus de bouquins depuis au moins 10 ans, de tout ce qui est connaissances, ésotérique, machin, je ne lis plus rien. À chaque fois que vous m'envoyez les livres, c'est très sympa, je ne lis plus. Alors vous savez pourquoi? Parce que je passe mon temps, ma vie, mes journées, à intégrer tout ce que je vous ai transmis et tout ce que j'ai appris. Je passe mon temps à l'intégrer en moi. C'est-à-dire, en fait, au final, je vais vous dire à quoi ça se résume, c'est que la connaissance, il en faut pour savoir quel est le but que vous voulez atteindre. Vous devez avoir un minimum de connaissances. Mais que ce n'est pas... Avoir de la connaissance n'est pas une fin, n'est pas une fin en soi. Parce que, en fait, cette connaissance vous amène à quoi, en réalité? À développer vos qualités de cœur. Donc, suivez la voie christique, c'est beaucoup plus rapide, sauf que, effectivement, suivre la voie christique du cœur, de la compassion, de l'aide à autrui, sans connaissance de ce que sont les royaumes supérieurs, vous allez vous élever, vous allez grimper, vous allez aller plus haut, vous allez avoir une belle vibration, mais à un moment donné, vous allez devoir vivre des incarnations où vous devrez apprendre la connaissance, justement, parce que cette dimension est relativement obligatoire pour tous les êtres humains pour atteindre ce qu'on appelle l'ascension. Hein. Et tout ce qu'on appelle les bodhisattvas, c'est-à-dire ces êtres accomplis, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, sont des êtres qui sont venus montrer des voies de compassion, autant Bouddha que Jésus. Hein. Jésus plus parce qu'il était dans la guérison totale, mais c'était des êtres qui étaient dans la compassion absolue, dans le karma positif absolu. Mais attention, ils ne sont pas arrivés là comme ça, juste en disant « tiens, moi j'ai envie d'aider les autres ». Non, c'était des êtres qui avaient déjà passé les étapes de la connaissance, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà des êtres connaissants. C'est pour ça qu'ils sont arrivés, ils connaissaient déjà les rouages de l'incarnation, et ils savaient déjà pourquoi ils étaient là, et ils ont accompli leur mission. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient là pour une mission précise, et ils savaient comment accomplir cette mission, combien de temps ça durerait, et ils savaient comment retourner. Vous voyez? Donc tôt ou tard, la voie du cœur s'allie avec la voie du mental supérieur illuminé. Quand je parle de l'illumination, ça vous parle? Bouddha, illumination, lumière? Est-ce que je dois revenir sur ça? Bon. Donc, on a besoin des deux. Hein. Alors, certes, comme je vous disais, toute la connaissance en fait sur soi-même et sur ce que l'on peut apprendre sur le lâcher-prise, l'acceptation, comment dire, le détachement émotionnel, etc., en fait, vous mène qu'à une seule chose, les qualités supérieures du cœur, à savoir les qualités d'âme, car l'âme a son siège directement dans le cœur, et les qualités d'âme sont la compassion, le service à autrui, le don de soi, et la quintessence de tout ça, c'est la guérison. Guérir les gens, car il n'y a qu'avec le cœur qu'on guérit les gens. Hein. Tous les docteurs qui font des cursus universitaires pour apprendre toutes les molécules et toute la physiologie du corps humain, c'est bien, on a besoin de cette connaissance, mais si vous avez affaire à un docteur qui a eu 20 sur 20 en maths, mais qui n'a pas spécialement envie d'aider son prochain, et quand vous allez frapper à sa porte un dimanche parce que vous êtes aux abois et qui vous dit « je travaille pas le dimanche », c'est pas un docteur. Enfin, c'est un docteur, c'est pas un médecin. En aucun cas. Quelqu'un qui guérit les gens, c'est quelqu'un qui n'a pas d'heure fixe, qui n'a pas d'horaire de bureau. Ceci dit, je fais cette réflexion pas seulement pour les médecins allopathiques, je peux la faire aussi pour tous les gens qui pratiquent d'autres types de médecine alternative et qui s'octroient des plages de 1 semaine, 2 semaines sans être accessibles sur leur téléphone ou plus, ou des vacances. Non, quand on... Ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Je dis juste que quand on désire rentrer dans un chemin de don de soi vers autrui, on ne peut plus se permettre de dire « Ah non, aujourd'hui, ah ben ils ont qu'à pas souffrir aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis pas dispo. » Pas possible. Si vous avez choisi cette voie, vous devez l'assumer jusqu'à la fin, jusqu'à votre dernier souffle. C'est ce qu'a fait Jésus. Hein. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de penser. Évidemment, je ne suis pas en train d'imposer un dogme de croyance, je dis que c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Et je voulais terminer cette vidéo en vous parlant d'identité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une réflexion que j'ai eue ce matin en me réveillant, et c'est la méditation du matin, et c'est un petit peu les messages que j'ai reçus dans la méditation.
parle d'identité, m'a-t-on dit. Alors je ne sais pas encore ce que je vais vous dire. Ça se développe au fur et à mesure quand je vous parle. Hein. Sachez que quand j'ai allumé le bouton recording de cette vidéo, je ne savais pas ce que j'allais vous dire. Hein. Donc il faut bien comprendre que quand je vous parle, ça parle à travers moi aussi. Hein. Donc comprenez bien que vous allez au fur et à mesure aussi devenir ce qu'on appelle des channels, hein, des canaux, c'est-à-dire de laisser parler votre moi supérieur hein, à travers vous. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, si vous avez des choses à transmettre, de le faire. Et pas seulement de dire ah bah, moi aussi je suis comme toi, je pense comme toi, mais oh, j'aurais pas le courage de faire des vidéos. Bah, prenez-le le courage. Hein. Vous prenez votre téléphone, c'est pas difficile de se faire un selfie vidéo, et vous vous enregistrez, et vous regardez comment vous passez à l'image. Et puis si vous trouvez que vous manquez d'éloquence, vous recommencez 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que vous vous trouviez suffisamment bon, et vous créez une chaîne, et vous mettez ce que vous avez à partager. Hein. Alors, en ce qui concerne l'identité, aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur la France, je vais parler de tous les pays du monde entier. Les gens qui reprochent aujourd'hui aux Français de s'attacher trop à l'identité nationale, pourquoi je vous dis ça? Parce que suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, où beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes ont été scandalisés, voilà. Il faut bien comprendre plusieurs choses. D'abord, d'une part, c'est une guerre contre le catholicisme qui est menée dans le monde entier, bien sûr. Et surtout en Occident, et bien entendu surtout en France, qui est la terre bénie même hein, des mains de Marie. Hein. Comprenez bien ça, c'est une terre christique complète, la France. Et c'est pour ça qu'on essaie de la brûler, qu'on essaie d'y brûler ses églises. Hein. Donc oui, il y a une guerre, bien entendu que tout ceci est volontaire, que tout ceci est commandité. Surtout ne pas croire à la théorie ou à la thèse de l'accident. Hein. 875 églises et cathédrales profanées en 2018, je ne vois pas pourquoi la 876e, c'est-à-dire Notre-Dame, serait brûlée de manière accidentelle, alors que les autres ont été profanées de manière volontaire. La 876e église ou cathédrale a été elle aussi profanée et incendiée. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont cramé la moitié de l'édifice, qui est l'édifice le plus connu dans le monde, en ce qui concerne le symbole chrétien, qui est un bijou architectural en plus. Bref, mais ce qui est demandé dans cette histoire, c'est que, en fait, voilà, c'est qu'il y a les étudiants de France, alors je ne sais plus comment ils s'appellent, les étudiants de France, c'est l'UNEF, je crois, UNEF, ils ont tweeté, alors qu'ils soient d'origine africaine, quels que soient les étudiants de France dans cette association, ont tweeté que c'était très bien qu'un symbole chrétien français, franchouillard, dégage, parte en fumée. Ils ont tweeté des tas de choses absolument négatives, néfastes, comme quoi l'identité française, tout le monde s'en balançait. Et le plus souvent, c'est que ce sont les gens de couleur qui écrivent ça. Alors je tenais à dire que justement les gens de couleur, surtout les maghrébins, il faut le dire, si ce sont eux qui refusent de manière la plus virulente, vous savez, ces fameuses histoires de changement de prénom, quand on doit arriver dans une terre d'accueil et qu'on demande la nationalité, doit-on changer de prénom? C'était le cas jusqu'à 1975, je crois, la loi napoléonienne qui avait été abrogée. Et c'est surtout les maghrébins qui disent « mais ça va pas, non, on ne doit pas changer de prénom ». Pourquoi ne veulent-ils pas? Parce qu'en fait, ils arrivent en France déjà avec une identité très forte. Et donc, ils ne veulent pas prendre une autre identité. Pourquoi est-ce qu'on fait une carte d'identité en France? Pas seulement en France, dans tous les pays. Votre carte d'identité, c'est la carte qui vous estampille et qui dit, voilà ce que tu es. Tu es français, par exemple. Voilà ta carte qui prouve que tu as l'identité française. Si on s'en foutait de l'identité française, on supprimerait les cartes d'identité. Non, vous ne croyez pas? Ça me paraît logique. Or, dans tous les pays du monde, il y a une identité nationale forte. Si vous allez au Maroc, pays où j'habite, mon pays d'accueil, dans lequel je me sens très bien, mais je ne serai jamais marocain. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la nationalité marocaine aux étrangers. Et surtout aux non-musulmans, parce que c'est une terre musulmane, point. Et je ne le critique absolument pas, ils ont le droit. C'est leur identité. Vous allez au Maroc, vous allez voir qu'ils ont une identité très forte. Vous allez en Algérie, vous avez vu qu'ils ont une identité très forte, même en France, parce qu'ils sortent leur drapeau algérien, même en France, ce qui est un manque de respect. Tunisie aussi, il y a une identité forte. Vous allez en Turquie, vous allez voir ce que c'est que l'identité nationale turque.
Allez en Iran, vous allez voir. Ah, mais attention, allez aux États-Unis, allez en Russie, allez au Japon. Il n'y a pas de métis au Japon. Le Japon est un pays racial, avec une race japonaise quasiment pure. Ils ont tous les cheveux noirs, les yeux marrons ou noirs, et ils ont tous les yeux bridés. Il n'y a pas un blond aux yeux bleus, quasiment pas. Enfin, je ne crois pas que ça existe au Japon. Et on y refuse l'islam. Sachez-le. Pourquoi? Parce qu'ils savent que. Enfin, ils tolèrent l'islam, mais ils refusent les imams et ils refusent les mosquées. Parce qu'ils savent qu'il y a du prosélytisme et que donc, si on laisse les mosquées et les imams, on va y prêcher une autre identité que l'identité japonaise. Et donc, ils ne le veulent pas, parce qu'ils savent que ça va contribuer à la destruction de l'identité japonaise. Nous, en France, sous couvert de l'acceptation et de la tolérance, de l'acceptation de la différence et de la tolérance religieuse ou autre, au final, on accepte d'autres identités au sein même de notre pays, ce qui fait que ces identités-là, et notamment les maghrébines, l'identité arabe, arabo-musulmane est forte. Vous ne pouvez pas leur enlever, c'est très difficile de leur enlever leur musulmanité, très difficile, et leur arabité non plus. Pourquoi? Parce que c'est eux, c'est leur racine. Quand on dit ils sont déracinés, c'est pas un mot qu'on a choisi au hasard. Hein? Effectivement, tu vas dans un pays d'accueil, tu es arabo-musulman, tu as ta culture, tes grands-parents, tu as vécu toute ta vie, où tous tes ancêtres sont là. Toi, tu arrives, bon, où tu es né en France, mais tu es dans une famille où personne ne parle français, tout le monde là, on te fait du couscous le vendredi, on fait... Je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais je veux dire que si tu as cette identité-là, et qu'on te dit maintenant tu vas dehors à l'école et tu te mélanges avec les autres, et que les autres, c'est absolument pas ça, bah, il y a deux cas de figure. Ou tu es en minorité dans l'école, et en général, tu fermes ta gueule et puis tu fais un peu comme les autres, ou tu te retrouves comme souvent en France, dans pas mal de villes, avec tes confrères qui viennent du même pays que toi et de la même culture, et comme à Montpellier ou dans plein de villes, Béziers ou d'autres, vous vous retrouvez en majorité dans les classes, où les Français de souche sont partis, et qu'est-ce qui se passe? Vous imposez votre identité nationale à ce pays, ou à cette classe, à cette école, à cette ville. Et voilà ce qui est en train de se passer en France. C'est pas que les Français de souche n'ont plus d'identité, mais c'est qu'on leur a apporté et mélangé avec eux des identités nationales étrangères qui sont plus fortes. Car elles sont plus fortes. Et surtout, elles ont le droit d'exister. Alors que l'identité nationale française, on fait tout pour la détruire. Moi, si un jour je décide de partir au Japon et que je tombe amoureux de cette culture, et que j'ai le désir de devenir japonais, ça va être difficile vu ma tronche, mais admettons, je fais tout, vraiment tout. Vous savez que le dernier samouraï était français, hein, tiens, en fait, je tenais à vous le dire, c'était une info qui est passée à Égalité et Réconciliation, d'ailleurs, mais je le dis, c'est important de savoir que le dernier samouraï était français. Hein. Certes, c'est pas Hollywood qui va faire un film sur ça, mais ça devrait. Et donc, mettons que je veuille devenir japonais, je vais commencer par apprendre la langue, l'histoire du Japon, la culture, la gastronomie, à cuisiner comme eux, apprendre un prénom. Eh oui, je veux devenir japonais, moi. Vous comprenez? Je vois pas comment je peux arriver à devenir japonais si j'arrive et je dis salut. Alors moi, je mange pas de sushi. Ah non, je mange pas de sushi, désolé. Moi, je salis pas comme ça. Je salue pas comme ça en arrivant au bureau le matin. C'est pas du tout. Non, moi je dis salut, ça va. Déjà, ça va avoir du mal. Hein. La première des choses. Hein. Et puis, je parle pas la langue, je leur parle en anglais ou en français. Les Japonais vont pas faire comme les Français, hein. Ils vont mettre un coup de pied au cul directement le Pacifique. Vous voyez, Fukushima. Non mais il n'y a pas que les Japonais, hein. J'ai pris les Japonais, mais en Chine c'est pareil. Si je veux devenir chinois, j'arrive, je fais salut, je mange du porc, j'en ai rien à foutre de vos plats, de votre cuisine, moi je mange ce que j'ai à manger. Ah à l'école, mes enfants ils mangeront français, hein. Ils mangeront pas chinois. Vous leur faites pas manger leur nem, hein. Que ce soit clair. C'est moi et mes enfants, coup de pied dans le cul, directement, retour à la case départ. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est une évidence. Il n'y a qu'en France qu'il y a des gens qui peuvent arriver en disant nous à l'école, nos enfants ne mangeront pas ce que vous leur proposez. Ils viendront soit avec leur propre bouffe, soit ils ne mangeront pas dans vos écoles.
Alors, il faut méditer à tout ça. Pourquoi? Parce que le drame de Notre-Dame de Paris est en train de... Une des raisons de ce drame, c'est que le gouvernement essaie de nous faire croire qu'il veut réinstaurer une sorte de réunion nationale, de nouvelle union nationale, ce qui est bien entendu un leurre. Hein. Mais effectivement, oui, vu le nombre de personnes qui ont été choquées autour de ce drame, on pourrait se dire, ah bah oui, on va tous se réunir, se recueillir, parce que quand même c'est important d'être réunis. Mais n'oubliez pas que le plus important dans cette histoire, c'est pas l'identité nationale religieuse catholique française, c'est l'identité nationale tout court. Ceci ne pourrait jamais arriver s'il y avait une identité nationale forte en France. Voilà. Donc, on m'a dit, parle de l'identité, je viens de vous en parler. Il est extrêmement important, et vu par les maîtres de sagesse, je vous signale, que les nations restent elles-mêmes des entités à part, avec leurs couleurs, avec leur, avec leur drapeau, leurs couleurs, leurs pensées, leur façon de parler, leur façon d'entrevoir les choses, et leur façon d'exprimer le génie créateur quelque part, car il y a du génie français, il y a du génie russe, il y a du génie juif, il y a du génie africain, il y a du génie... Oui, il y en a partout. Il y a du génie africain, hein, il y a du génie maghrébin, il y a du génie indien, et chaque nation doit exprimer le génie. Alors je ferai peut-être une vidéo sur ce qu'est le génie. Le génie, c'est la façon justement de concrétiser et de faire de la création avec l'intelligence supérieure qu'on reçoit hein, dans chaque nation. Et chaque nation, comme je l'ai expliqué déjà, et c'est pour moi qui l'ai expliqué, hein, c'est des maîtres de sagesse qui nous ont transmis, chaque nation ont leur rayon d'activité, des rayons cosmiques frappent certaines nations, et donc c'est pour ça qu'elles doivent rester chacune avec des différences. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent s'opposer, au contraire, elles doivent se mélanger comme une boîte de crayons de couleur, et elles doivent faire des beaux dessins ensemble. Car dans une boîte de crayons de couleur, les crayons ne s'opposent pas les uns aux autres, les couleurs ne s'opposent pas les unes aux autres, elles se mélangent pour faire des belles choses. Or, si demain toutes les identités européennes deviennent de la même couleur, on fera un tableau et des créations de couleurs uniformes, grises, et ça va être caca. Non, il est très important que les identités nationales perdurent et qu'elles gardent chacune leur souveraineté et leur identité. C'est très important. Voilà, c'est un message qu'on m'a demandé de passer et je le passe avec grand plaisir. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Voilà, parce que je pourrais parler indéfiniment. Et donc, je m'arrête. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, on se retrouve très bientôt, probablement dimanche soir pour le live, car chaque semaine, il se passe des choses. Donc, j'ai matière à faire au moins 2 vidéos par semaine, facile. Et on se retrouvera dimanche sur le live, comme d'habitude. Merci beaucoup. Sinon, pour les questions de santé, c'est toujours en privé à Jim Leveilleur sur VK Facebook ou jimleveilleur@gmail.com ou sur Discord. Hein. Merci pour les tipeurs, encore une fois, je vous dis encore une fois merci. Et à très bientôt. Au revoir.